Je ne suis pas surpris, dans la mesure où, j'irai même plus loin, ce n'est pas la faute du capitalisme, c'est la faute de toute une civilisation qui a commencé depuis la découverte de Christophe Colomb, et donc de la colonisation, et puis de la rationalisation de la pensée par Descartes, etc. Donc c'est quelque chose qui est encore plus grand et qui a abouti sur le système capitaliste. Et je pense qu'on est tous pris dans cette nasse. C'est assez difficile d'en sortir parce que même si ici on peut se dire ah oui, les multinationales c'est l'horreur, et c'est l'horreur vue d'ici, mais on est aussi pris par le travail. Et donc on est dans le système dans la mesure où oui, on doit gagner sa vie. Pourtant l'argent c'est une fiction aussi, hein. Et on est pris dedans parce que quand on sort des études, peut-être beaucoup moins maintenant, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va gagner sa vie. Et donc on rentre dans le système, etc. Et donc ça met encore une dimension encore un peu plus grande au problème que vous avez posé. Et voilà, donc pour Chloé, je ne sais pas beaucoup réagir parce que je connais bien le milieu des lobbies, et s'il y a quelque chose qui fonctionne à merveille, c'est le lobby des entreprises, hein. Et Pierre ne va pas me contredire. Non, sérieusement, c'est quelque chose de hyper professionnel. Et par des gens qui sont délégués, qui ne sont donc pas nécessairement propriétaires de l'entreprise, ils font leur métier. Mais il y a une professionnalisation telle qu'en fait, effectivement, et d'ailleurs on le voit avec von der Leyen, elle a commencé là, et on voit que tout à coup, ça descend tout doucement. Là. Mais ça, c'est l'effet des lobbies, il n'y a pas de doute là-dessus. Et pourquoi les lobbies font ça? Mais parce qu'ils sont aussi dans ce système de vouloir conserver, et donc de se dire, ben oui, mais de toute façon, ma seule façon de décider, c'est la rentabilité. Et ils sont avec leurs actionnaires qui sont en bourse, etc. Et donc, on a une voie, une espèce d'autoroute avec laquelle tout le monde réfléchit de la même façon, c'est l'argent, la rentabilité, point. Et donc, comment voulez-vous qu'une entreprise, avec ce type de décision, puisse changer de chemin? Aujourd'hui, si on veut faire de la soutenabilité, il faut faire une croix sur son EBITDA. Il faut dire, ok, je vais consacrer de l'argent parce que je crois que c'est mieux de faire ça comme ça, mais ça coûtera plus cher. Il y a très très peu ou alors c'est un peu à la marge quand même. Mais sur le fond des activités des entreprises, il n'y a pas de marge de manœuvre. Ou en tout cas... Et alors, on tombe bien sur la régulation. Je suis bien d'accord, mais la régulation, comme les politiciens sont eux-mêmes dépendants de l'économique, eh bien, ils vont favoriser l'économie. Et donc, ils vont prendre des décisions qui ne touchent pas trop à l'économie. Maintenant, sur la démocratisation des entreprises, je suis un fervent défenseur de cette théorie parce qu'effectivement, je trouve qu'on n'a pratiquement plus de lieu politique dans la vie sociale. On n'a plus de lieu où on peut discuter. Il y a plus de café d'abord. Et puis, on passe quand même tout son temps dans l'entreprise. Et donc, c'est quand même terrible de devoir passer, je ne sais pas combien on passe, 2 tiers, oui, sa vie, la majorité de sa vie active, en tout cas, si on exclut le sommeil, etc. On la passe en entreprise. Et donc, on doit fermer sa gueule pendant les 2 tiers de sa vie. C'est quand même un peu terrible, quoi. Et donc, politiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir donner son avis. Et quand on donne son avis, ça veut dire qu'alors on participe. Et l'ayant un petit peu quand même testé dans l'entreprise que j'avais dirigée, les gens ne sont pas fous. Ils ne veulent pas le pouvoir pour le pouvoir. Ils veulent juste décider pour eux-mêmes. Au fond, j'aimerais bien faire ça comme ça. Mais je dois savoir pourquoi je le fais. Et le pourquoi, c'est quand même l'entreprise qui doit le dire. Pourquoi je fais ceci? Pourquoi vous faites cela? À quoi sert mon entreprise? Et alors, à ce moment-là, je peux participer à l'activité de l'entreprise parce que je comprends ce que je fais. Je ne suis pas juste là pour faire tourner les boutons, etc. Et on me dit, le curseur, il doit être là, il faut monter le curseur. Non. Le curseur, c'est
oui, mais si je fais ça, ça sera mieux parce que le produit va aller là et il va peut-être durer plus longtemps, je ne sais pas moi. Enfin, ils vont donc adapter la façon de travailler au but que l'entreprise poursuit. Et tout le monde est censé, tout le monde a une intelligence qui permettrait effectivement... Bon, voilà. Ça suffit. Oui, mais alors plus court, ça c'est génial parce qu'on va même récupérer du temps. Mais je pensais à quelque chose avec votre expérience, parce qu'on envie de tutoyer Jacques Rey, mais je vais quand même vous voyez, c'est mon métier qui veut ça. Jacques Rey, quand même. Donc là, vous avez un peu testé cette démocratie en entreprise. Vous nous dites tiens, ça peut améliorer des processus et ça fait participer. Mais est-ce que ça pourrait déboucher sur des remises en question plus fondamentales sur le rôle que, par exemple, une entreprise comme vous aviez, mais je pense par exemple des employés de chez Total, sur le rôle de leur entreprise face au désastre climatique, quoi. Et vraiment se dire, on doit changer de direction stratégique. Parce que vous nous disiez encore, l'entreprise, elle fixe le cap, et puis derrière, on peut améliorer des choses avec les employés, les ouvriers. Mais est-ce qu'on pourrait carrément discuter de la stratégie et du cap ? C'est évidemment un changement de culture, donc ça va pas se faire du jour au lendemain. On va pas dire simplement maintenant décider ce que vous allez faire. Mais oui, bien sûr qu'on va y arriver. Et d'ailleurs, les entreprises sont quand même face à un gros problème d'engagement, parce que les gens ne s'y retrouvent plus dans ce qu'ils font. Donc Total gagne beaucoup d'argent parce qu'il y a de la productivité, vu que c'est très automatisé. Il y a quand même, pour extraire du pétrole, bon, il faut des Indiens, il faut des choses, mais grosso modo, c'est de la grande masse. Hein. Donc, dès le moment où vous gagnez 1 euro en plus par litre de pétrole, c'est bingo. Donc oui, le fait de pouvoir intervenir dans l'entreprise a une influence considérable sur la façon dont l'entreprise doit se diriger. Alors, il faut évidemment d'abord que le patron le veuille bien, et le patron, c'est souvent une personne, le CEO, mais qui est entouré par son conseil d'administration, qui lui-même... Bon, la loi est toujours le propriétaire de l'entreprise, c'est l'actionnaire. Ce qui n'est pas en soi... c'est pas, enfin, je ne connais pas exactement l'origine, enfin si, c'est la loi de Napoléon, mais ça n'a jamais changé depuis. Il y a aucune raison pour où il y a d'énormes raisons pour changer ça. Et comme dit Isabelle, oui, mais ceux qui travaillent, ils devraient avoir au moins autant de pouvoir que celui qui a mis de l'argent dans la société. Ça n'a pas été le cas dans mon entreprise et on n'a pas changé. On n'est pas allé jusque-là. Je voulais juste ajouter un point quand même. Le point important, et pour le climat, etc., c'est la raison d'être d'entreprise. Et ça, cette réflexion-là, qu'on soit actionnaire, qu'on soit CEO ou qu'on soit... employé dans l'entreprise, cette réflexion-là, c'est par là que tout commence. Est-ce que ce que je fais a du sens par rapport au milieu dans lequel on est? Est-ce que ça a du sens par rapport, bien sûr, au climat, mais aussi par rapport, si on est dans l'agriculture, où on utilise des produits agricoles, est-ce que ça a du sens de faire ça avec ces produits? Est-ce que ça a du sens de les raffiner à ce point? Est-ce que ça a du sens d'évaporer de l'eau pour après rajouter de l'eau, etc. Et donc la raison d'être de l'entreprise, c'est un point clé. Oui, et c'est d'avoir une réflexion politique sur la raison d'être de l'entreprise aussi. Merci Jacques Rey. On continue avec Benjamin Denis. Alors Benjamin Denis, même chose, réaction à Chloé d'abord sur cette... responsabilité politique des entreprises multinationales, en particulier sur laquelle elle a le rôle qu'elles jouent, hein, et en même temps l'absence de politique à l'intérieur, dénoncée par Isabelle Ferreras en disant qu'il faut réinvestir la rationalité politique par les travailleurs. Oui. Bonsoir à toutes et à tous et un grand merci pour l'invitation. Alors effectivement, je vais parler aujourd'hui à partir de mon expérience professionnelle principale qui est inscrite dans le monde syndical européen et en particulier dans la partie du monde syndical où c'est sans doute le plus compliqué de parler climat puisque les travailleurs que nous représentons, ce sont des millions d'hommes et de femmes, plutôt principalement des hommes dans la plupart des secteurs, mais qui travaillent dans ces secteurs qui sont à l'origine de l'accumulation de gaz à effet de serre qu'on connaît.
Dans nos membres, on a des mineurs, on a des gens qui produisent de l'électricité dans des centrales thermiques, on a des gens qui fabriquent des bagnoles, on a des sidérurgistes, des métallurgistes, des chimistes, etc., etc. Autant dire que moi qui viens à l'origine plutôt du monde académique, et puis j'ai aussi été fonctionnaire pendant quelques années au sein du service climat de l'administration fédérale, ce travail il n'est pas toujours facile. Je me souviens par exemple avoir été parler climat à des syndicats polonais, à Katowice, qui est en Silésie. Pour la première fois de ma vie, je parlais debout avec derrière moi des portraits des frères Kaczynski. Je leur ai parlé des rapports du GIEC, de la nécessité d'atteindre le plus rapidement possible la neutralité carbone, quelque part au milieu de ce siècle, la nécessité pour l'Union européenne, continent riche et historiquement responsable d'une partie importante de l'accumulation historique des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Bref, j'ai parlé de tout ça, et puis on m'a invité au repas de midi à partager un déjeuner avec le représentant d'Euracol, qui est la fédération patronale du charbon, un des lobbies particulièrement actifs. Donc le débat, le repas de midi a été un peu crispé. Et puis à 14h, on est venu me dire écoute, il y a des problèmes, il faut qu'on t'amène à l'aéroport. Je dis, écoutez, mon vol est à 19h30, donc bon, a priori, on a encore un peu de temps, j'aimerais bien participer au débat de l'après-midi. Non, il y a de la neige, il y a des problèmes sur la route, il faut qu'on y aille. Bon. Donc j'embarque dans la voiture, il y avait effectivement 3,5 cm de neige sur le terre-plein central de l'autoroute. À 14h45, j'étais à l'aéroport de Katowice, que j'ai pu visiter en long et en large pendant 5 heures. Tout ça pour dire que c'est pas facile. Mais néanmoins, je pense que quand on veut essayer de faire bouger les lignes, faire changer les choses, c'est là qu'il faut aller. Quand vous voulez mettre fin à un conflit, vous êtes bien obligé de parler avec le belligérant qui est en face de vous, sinon il n'y a pas de dialogue possible. C'est un peu la même chose avec le climat. Il faut absolument aller porter le débat, aller réintroduire du politique, de la discussion dans les endroits où on ne parle pas de ces questions-là. La Silésie, pour revenir à cet exemple-là, c'est une région finalement à peu près comparable à la Wallonie, 4,5 millions, 5 millions d'habitants. Mais la Silésie, elle a la caractéristique qu'elle concentre l'essentiel des mines de charbon polonaises. Donc c'est une région qui est importante pour le mix énergétique et la sécurité d'approvisionnement en Pologne, mais c'est aussi une région où on a 80 000 emplois directs, plutôt bien payés dans le contexte polonais, parce que taux de syndicalisation important, on a pu négocier des conventions collectives qui garantissent des conditions de travail, des conditions d'emploi assez intéressantes. Et quand vous dites aux Polonais de Silésie, le charbon c'est fini pour vous, ça veut dire que dans une région qui compte à peu près la même population que la Wallonie, vous annoncez une restructuration qui équivaut grosso modo à 40 fois ce qu'on a connu avec Caterpillar. Caterpillar, c'est 2000 emplois directs supprimés du jour au lendemain. En Silésie, ils ont 80 000 emplois dans les mines de charbon. Donc, arriver là-bas et leur dire, voilà, c'est fini, neutralité carbone dans quelques années, on doit tout fermer, c'est compliqué. Ça ne peut fonctionner qu'à la condition qu'on parle de transition juste, qu'on leur parle d'emplois de qualité qui vont être créés dans d'autres activités, si possible dans la même région, parce que si vous leur dites oui, mais on va créer des emplois dans l'éolien, mais l'éolien c'est au bord de la Baltique, en Pologne, entre la côte baltique et la Silésie, il y a quelques centaines de kilomètres, ils n'ont pas nécessairement tous envie de déménager, d'aller habiter à 800 km d'où ils sont, où ils ont leurs racines, leur famille, leurs parents âgés, etc. Il faut ensuite proposer de la formation, de la requalification, parce que quand vous avez travaillé pendant 10 ans, 20 ans dans le secteur charbonnier, pas nécessairement comme mineur d'ailleurs, ça peut être comme chauffeur poids lourd par exemple, vous ne pouvez pas immédiatement vous reconvertir dans un installateur de panneaux photovoltaïques ou un installateur d'éoliennes, pour ne prendre que quelques exemples un peu caricaturaux. Donc ça ne peut fonctionner, vous ne pouvez avoir l'adhésion de ces populations qu'à la condition de venir avec un ensemble de mesures de politique industrielle qui vont créer des activités, qui vont créer de l'emploi et des mesures d'accompagnement pour ne laisser, entre guillemets, personne au bord du chemin. Une des autres difficultés à laquelle on se heurte dans le cadre de cette discussion sur le rôle de l'entreprise, c'est que l'entreprise comme microcosme, elle doit aussi être pensée dans ses interactions avec le macrocosme.
Et le macrocosme, il n'a pas été très très réjouissant pour le pouvoir des travailleurs dans l'entreprise. Premier élément, l'évolution du droit du travail, qui a, ces dernières décennies, pulvérisé le salariat. Les chaînes de sous-traitance infinies dans la construction, dans le transport, la flexibilisation des emplois, avec des contrats 0 heure, des gens qui ne savent pas exactement combien d'heures de travail ils auront la semaine prochaine, des gens qui sont en permanence en train d'attendre, parfois jusqu'à 18 heures le jour même pour savoir à quelle heure ils vont, et s'ils vont embaucher le lendemain. C'est ça la réalité du monde du travail en Europe. Le droit du travail qui a aussi profondément évolué et qui a, parfois dans certains États membres, vraiment transformé la main-d'œuvre en commodité. La Hongrie a adopté il y a quelques mois une loi dite guest workers, travailleurs invités, qui permet aux entreprises hongroises de faire venir de pays tiers, Bangladesh, Philippines, que sais-je, des travailleurs pour travailler pendant une période déterminée, principalement dans les usines de batterie et dans les usines d'assemblage de voitures. On a aussi un ensemble de lois qui ont significativement entamé l'exercice du droit de grève qui est non seulement une liberté fondamentale garantie par une série de traités internationaux, mais la condition absolument essentielle pour permettre aux travailleurs d'exercer un rapport de force. Quand vous êtes un travailleur de chez Deleuze et que votre interlocuteur patronal, pour autant qu'il soit encore identifiable, n'a absolument aucun respect pour les structures existantes de la concertation sociale en Belgique, que vous reste-t-il d'autre que l'exercice de ce droit de grève? Et comment pouvez-vous l'exercer convenablement si, dès lors que vous l'exercez, on vous envoie des huissiers pour éventuellement décider d'astreinte? Autres exemples, en France, on a réquisitionné des travailleurs dans les raffineries au motif que leur grève et les piquets qui étaient installés portaient atteinte à la sécurité nationale ou à l'ordre public. On voit ça se multiplier de plus en plus, même en Suède. Suède, pays avec un modèle social scandinave que le monde entier, que la planète entière envie à la Suède. Vous avez une grève qui est en train de s'étendre chez Tesla. Pourquoi ? Elon Musk et Tesla est arrivé, comme il l'a fait d'ailleurs en Allemagne avec sa Gigafactory, sans aucun respect pour le système social local existant. Il n'a même pas daigné s'asseoir à une table de négociation pour discuter de la manière dont on allait intégrer les nouvelles structures qu'ils allaient créer dans les conventions collectives existantes. Bref, cette pulvérisation du monde du travail, et on pourrait parler de la digitalisation, on pourrait parler d'un certain nombre d'autres éléments, rend extrêmement compliqué l'exercice de ce rapport de force au sein des entreprises. Et un deuxième élément du macrocosme que je voudrais quand même mentionner, c'est le fait que, tant au niveau international que dans une certaine mesure au niveau européen, le type d'intégration que nous avons observé ces dernières décennies, c'est une intégration négative. Et Habermas, pour faire référence à un philosophe du droit bien connu, caractérisait cette intégration négative par opposition à l'intégration positive. L'intégration positive, c'est la mutualisation des moyens, c'est la création de normes communes. L'intégration négative, au contraire, c'est la course vers le bas, le moins-disant, et c'est vers ça qu'on va au niveau international. On a une mobilité des capitaux, on a une mobilité des moyens, des facteurs de production qui rend extrêmement compliqué de renverser ce rapport de force et qui exerce une contrainte structurelle sur aussi la grammaire, la rationalité des chefs d'entreprise. Moi, par mes activités professionnelles, il m'arrive assez souvent d'en rencontrer, en ce compris, et c'est souvent le plus intéressant quand on visite des sites industriels, et ils nous disent « moi je veux bien investir, je veux bien transformer mon usine d'aluminium, mais CAPEX, investissement, 3 milliards et demi d'euros ». Si en même temps je suis mis en concurrence avec une production d'origine chinoise ou autre qui arrive à moindre coût sur le territoire européen, comment je fais ? L'intensité carbone d'une tonne d'aluminium en Europe, c'est 3 tonnes de CO2 par tonne d'aluminium. La Chine, c'est 15, si on prend les émissions scope 1, scope 2. 15. Voilà le type de contraintes structurelles inhérentes à ce macrocosme qui rendent, à mon avis, assez illusoire la possibilité de transformer le capitalisme uniquement par
une réforme de la structure de gouvernance des entreprises. Et je termine juste par un petit point. Mais vraiment rapidement, parce que sinon on va tout exploser. Allez-y. Ouais, non, mais alors j'en reste là, je reviendrai oui, peut-être comme ça dans on l'échange. peut, Voilà. parce que sinon la salle n'aura pas la parole après. Quand on a parlé de démocratie la moitié de la soirée, ce serait dommage. Alors, on va peut-être refaire l'ordre rapidement. On va essayer maximum en une dizaine de minutes de vous réentendre, Chloé et Isabelle, sur ce qui vient d'être dit. Avec donc... Alors, cela dit, dans le livre d'Isabelle Ferreras, il n'y a pas que l'intérieur de l'entreprise qui doit changer, mais elle y répondra certainement. Mais je voudrais peut-être entendre Chloé sur ce que Jacques Cray disait de son expérience également. Et ici, l'expérience d'un syndicaliste, on a entendu la Silésie, effectivement, l'expérience difficile que ça peut être de faire politique, justement, quand tant de travailleurs dépendent, en particulier ici, d'un secteur comme le charbon, par exemple. Ça fonctionne ? Ah oui, ça fonctionne. Pour répondre à ça en particulier, effectivement, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Il y a de plus en plus d'initiatives dans différents pays d'Europe notamment, où des organisations environnementales soutiennent des travailleurs du secteur des énergies fossiles, justement qui soutiennent les demandes en fait. Parce que pendant trop longtemps, ce qui s'est passé, c'est que les travailleurs, le monde syndical et les organisations environnementales, les activistes, ont été complètement opposés. Je pense tout le monde a plus ou moins une part de responsabilité. Mais en tout cas, c'était impossible de faire parler ces acteurs à d'autres. C'était impossible de se concentrer sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Or, maintenant, on voit un mouvement, que ce soit, par exemple, avec les travailleurs du secteur des énergies fossiles en mer du Nord, donc qui ont développé un manifeste qui est soutenu par les organisations environnementales et qui, en fait, demande une transformation radicale de leur propre secteur. Ils ne demandent pas des mesurettes pour réduire l'impact carbone, l'intensité carbone des infrastructures sur lesquelles ils travaillent. Ils demandent une sortie des énergies fossiles, ils demandent des formations et ils demandent, en fait, une réindustrialisation de leur secteur, mais pour des énergies renouvelables. En Pologne, par exemple, nous, on connaît bien des activistes climat en Pologne qui collaborent super régulièrement et qui parlent en fait aux travailleurs du secteur aussi et qui les soutiennent. Et effectivement, il n'y a pas forcément d'accord sur 100%, mais en tout cas, il y a des alignements et il y a une stratégie commune qui est en train d'être développée. Pour la question des travailleurs qui étaient sur les piquets des raffineries en France, il y a eu des militants d'Alternativa, qui est un mouvement de désobéissance civile basé en France, qui ont été à 4h du matin, à 5h du matin sur les piquets pour soutenir les travailleurs des raffineries. Alors qu'on peut se dire que d'un point de vue image, je veux dire, il n'y a pas de compatibilité quand des personnes disent en soi les raffineries ne devraient plus exister. Et si, en fait, les militants étaient là parce que c'est important de se montrer solidaire et parce que c'est important de se focaliser sur ce qui rassemble plutôt que ce qui oppose. En l'occurrence, là, c'était la réforme des retraites, qui est un sujet qui concerne tout le monde. Donc, je trouve ça hyper intéressant de voir toutes ces initiatives et d'arrêter de penser, ce que encore beaucoup de personnes pensent, que d'office, de toute façon, les militants climat ou les organisations environnementales ne parlent pas ou ne sont pas concernés par le sort des travailleurs des industries qui doivent se transformer. Et il y a un autre point qui est intéressant aussi, c'est que on peut se tutoyer ? De mentionner la transition juste, et c'est le cœur du débat en fait. Et aujourd'hui, quand on voit ce que l'Union européenne met dans le fond de ce qu'il appelle le Just Transition Fund, mais c'est ridicule, Je crois qu'on parle de 60 à 80 millions, quelque chose comme ça. C'est hallucinant, alors que ça représente rien du tout. La PAC, pour vous donner, c'est des milliards. Donc il faut remettre un petit peu en perspective. Il faut absolument alimenter ce fonds. Il y a plein de façons de le faire. Il y a une taxe sur la spéculation, sur les transactions financières, sur la spéculation financière. Il y a une taxe sur le plastique qui avait été discutée aussi. Il y a plein de ressources propres qui peuvent être développées par l'Union européenne pour financer cette transition juste. Et un dernier point, c'est que là, les 5 dernières années au niveau européen, on a discuté et on s'est mis d'accord sur des objectifs par rapport aux enjeux environnementaux. On a adopté la loi climat, on a adopté plein de mesures, sauf que la deuxième partie du Green Deal, c'est ce qui va se passer dans les 5 prochaines années, c'est la mise en œuvre de ces mesures. Et un des cœurs de cette mise en œuvre, ça va être ce que l'Union européenne appelle le Net Zero Industry Act. Donc en gros, ça va être un package de mesures qui est censé permettre deux choses, une réindustrialisation de l'Europe, mais une réindustrialisation verte, bas carbone. Donc ça revient à ce que tu disais par rapport aux choses qui viennent de l'étranger. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit actuellement ? C'est que qui est en train de se positionner aujourd'hui pour recevoir ces milliards, parce qu'on parle de milliards d'investissements qui vont arriver sur le territoire européen ? Majoritairement les entreprises les plus polluantes. Mais pas avec un programme pour dire
on va décarboner avec un programme vachement vaseux de type soutenez nos infrastructures de stockage carbone et de capture de carbone, alors qu'on sait qu'aujourd'hui on est encore très loin d'une technologie qui fonctionne. Soutenez nos nouveaux pipelines qui deviendront dans pas longtemps, qui se transformeront de pipelines de gaz en pipelines à hydrogène, alors qu'on n'est pas sûr que ça fonctionne non plus. Donc c'est vachement problématique, et ça revient à cette question de qui a accès aux décideurs, qui influence les mesures. C'est qu'aujourd'hui on a un paquet d'argent monstrueux qui pourrait être utilisé pour transformer notre industrie et qui pourrait être utilisé pour reformer aussi des travailleurs dans le cadre d'une transition juste. Et cet argent risque d'être détourné par des entreprises qui ne souhaitent pas réellement une réelle transition, mais qui souhaitent conserver leur business model le plus longtemps possible. Alors, avant de donner la parole à la salle, Isabelle Ferreras réplique également, avec notamment ce que pointait Benjamin Denis sur... le fait que changer le microcosme entreprise ne suffira pas exclusivement, c'est le mot que tu as utilisé, et que quand le macrocosme montre une telle dégradation, notamment des relations de travail, selon Benjamin Denis. Absolument, donc merci beaucoup, c'était très intéressant de vous entendre, et j'aimerais dire 3 choses. C'est la première chose, c'est de dire que quand on s'intéresse à un détail, il ne faut pas croire qu'on pense que ce détail représente la totalité. Et j'ai peut-être l'air passionnée de démocratie dans l'entreprise, c'est vrai que je le suis un peu, je dois le reconnaître, mais je me rends bien compte, et effectivement la passion sans doute qui m'anime quand je parle de ça, ne veut pas dire que je ne pense pas, bien au contraire, qu'il n'y a pas d'autres éléments qui doivent bouger. Et je pense, et Bertrand Haine l'a cité tout à l'heure, le manifeste travail démocratiser, démarchandiser, dépolluer, c'est le cadre dans lequel, effectivement, il faut réfléchir à la transition juste. Il est évident que si les travailleurs n'ont pas d'option, si on ne sécurise pas les parcours des gens, si on leur dit on va fermer votre industrie, mais qu'on ne leur offre pas une garantie d'emploi, ça ne va pas se passer. D'ailleurs, oui. Donc, je crois que là, il est certain qu'il faut évidemment plusieurs dimensions qui bougent en même temps. Néanmoins, démocratiser l'entreprise fait vraiment partie de la solution, parce que ce qu'on veut, c'est que justement, quand on va leur dire on vous sécurise, ne vous inquiétez pas, dans 10 ans, si vous n'avez pas retrouvé un emploi qui vous convient, qui a du sens pour vous, qui est aligné avec vos formations, vos qualifications professionnelles, eh bien, il y aura une garantie d'emploi publique. Et on va s'attacher à former avec vous, à vous permettre de créer avec vous l'emploi qu'il faudra créer au niveau local. Et vous pouvez regarder en France l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, qui est très inspirante parce que justement, elle essaye de répondre aux problèmes locaux. Et on sait que dans la transition, on va avoir énormément de besoins, de fonctions au niveau local que jamais aucun consommateur final ne va financer pour prendre soin de la planète, pour reconstituer les écosystèmes, etc. Donc, il y aura plein de choses à faire. Le travail humain, il va y en avoir plus que jamais, même si Elon Musk veut nous faire croire que grâce à l'IA, il n'y aura plus rien à faire. Donc, si on leur dit dans 10 ans, il faut que votre entreprise, ça, il faut faire un phasing out. Mais maintenant, aujourd'hui, vous, collectivement, vous allez pouvoir co-décider de comment ces 10 dernières années vont se passer, comment est-ce qu'on va faire ce phasing out, comment on va investir en formation, comment on va investir effectivement dans la requalification de vos compétences, etc., pour qu'on puisse créer d'autres opportunités pour vous, mais en donnant la sécurité que dans 10 ans, quand ces mines seront fermées, quand ces moteurs fossiles, etc., eh bien, vous aurez toujours cette garantie d'emploi comme sécurité, ça change tout. Mais aujourd'hui, les gens, ils veulent être acteurs de leur... Justement, je pense que c'est une chose hyper importante, c'est comprendre que dans une situation d'inquiétude fondamentale qui est celle dans laquelle on est aujourd'hui, et quand vous regardez toutes les analyses sur les gilets jaunes, sur le vote pour l'extrême droite, toutes ces sections de tradition ouvrière qui basculent vers l'extrême droite, les gens, c'est pas la fin de la démocratie dont les gens parlent en fait dans le sens F-I-N. Ils ont faim de démocratie, F-A-I-M. Ils veulent peser sur les décisions qui les concernent. Donc, si je
peux faire 2 autres points? Non? Rapidement, parce que sinon, là, si tu sais vraiment résumer très vite, allez, mais donc, 1 minute. Donc, pour moi, Benjamin, dans ce que tu disais, pour moi, il n'y a que des raisons, de tout ce que tu expliquais, il n'y a que des raisons pour justement exiger que les travailleurs puissent se positionner et pas qu'on les consulte, pas qu'on fasse de l'information et de consultation, mais qu'ils puissent, à la majorité de leurs représentants, se positionner sur toutes ces décisions-là pour pouvoir, dans le cas d'une architecture démocratique, dans lequel l'entreprise, c'est le plus micro, puis il y a la négociation interprofessionnelle, sectorielle, européenne, etc., que dans cette architecture de pouvoir, alors les travailleurs se retrouvent en bien meilleure position. Si au niveau des entreprises, ils ont la capacité déjà de faire valoir leur rationalité politique, ça vous change la force de la structure en totalité. Et dernier point, c'est que... là, je pense que c'est très important aussi de comprendre que la démocratisation des entreprises, si elle est... Alors, le diable est dans les détails, mais si on la pense comme une occasion de ce que j'appellerais remembrer l'entreprise, elle est précisément une réponse à toutes ces sous-traitances qui est en train de miner, évidemment, les conditions d'emploi et de travail des travailleurs du nœud, du core. Hein. Donc, en théorie économique, vous avez cette distinction entre les travailleurs du centre, qui sont cruciaux pour l'entreprise, puis les travailleurs de la périphérie. Et on a des collègues à Harvard qui ont théorisé que c'était très bien, évidemment, d'outsourcer toute la périphérie, et concentrez-vous sur le core business, parce que c'est de là que va venir la plus-value. La résultante de ça, c'est qu'évidemment, c'est une déresponsabilisation complète de l'employeur, et une extraction des profits là où c'est le plus profitable. Mais ça, c'est un choix. Et on peut faire le choix inverse et on peut dire ceux dont vous dépendez aussi intimement que sans leur travail, votre produit n'existerait pas, eh bien, ils font partie du périmètre et il faut les intégrer dans l'entité politique qui est la réalité. Merci pour cet échange.